Bonjour, je m'appelle Renaud Chevalier et aujourd'hui je vous propose un slot autour du Product Portfolio Management au-delà du produit numérique. Beaucoup de mots produits là-dedans et en fait on va parler d'architecture. D'architecture d'entreprise, pour être plus précis de business architecture, c'est de la value stream augmentée. Plusieurs petits slides avant de commencer, nos chers sponsors, et puis on est suivi également à Niort. Voilà un QR code pour pouvoir poser les questions. Je vous laisse afficher un petit peu, et on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ce slot ? Ma proposition aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a deux origines à cette conférence. La première, c'est trois missions d'études de value stream. Une première chez Givaudan, une deuxième au PMU, une troisième à la Poste BGPN, dans laquelle j'ai été confronté à beaucoup de difficultés. Ce sont des environnements complexes, sur des produits complexes, et il a fallu que je monte en compétence. J'ai creusé. Je vais vous parler de quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle TOGAF. Mais il a fallu que je creuse, que je monte en compétence pour compléter l'approche des value stream de SAFe, de la partie de laquelle je suis parti. Et je croise ce qui m'est arrivé en mission avec un constat de marché que vous voyez ici. Aujourd'hui, on est dans une phase, dans un moment de marché où le product management passe à l'échelle. On l'a vécu il y a quelques années avec l'agilité. C'est autour du produit. Et chez Tigar, là, je suis arrivé depuis quelques mois, on a 3 demandes récurrentes. On souhaite passer du mode projet au mode produit, on souhaite mettre en place une organisation produit, on souhaite mettre en place un portfolio produit. Et je vais essayer d'illustrer en quoi la business architecture aide à répondre à ces besoins-là. En arrivant en mission dans les 3 contextes que je vous ai posés, il y a eu un sujet, dès le départ, la première question qui se pose quand on parle de produit, mais de quel produit on parle ? Et c'est un vrai problème. 2 anecdotes par rapport à ça. Première discussion avec le nouveau CPO du PMU, Alexis de Chazelle, qui prend ses fonctions. Il me dit OK, moi ça m'intéresse de passer dans une organisation produit, sauf que quand je parle avec mes commerciaux du PMU, des produits du PMU, eh ben on parle du tiercé. On ne parle pas de l'application mobile de prise de paris en ligne. Donc première prise de conscience de mon côté, le mot produit, il n'est pas évident pour tout le monde. Et en fonction de où on se positionne dans l'entreprise, on va avoir une perception différente du produit. Deuxième discussion avec Cédric Janssen, qui s'occupe de la transformation de la Poste BGPN. Même chose, il me dit, écoute Renaud, c'est bien les value stream, mais si je dois expliquer à ma grand-mère les produits de la Poste, c'est du courrier colis. Ce n'est pas, encore une fois, de l'application mobile. Donc, il y a un sujet autour du mot produit, et faites l'exercice dans votre entreprise. Si vous posez la question à différents interlocuteurs dans différentes directions de l'entreprise, quels sont vos produits, eh bien, vous allez obtenir des réponses différentes. La partie, si vous regardez du côté métier, marketing, commerce, eh ben vous parlez du produit marketing, le produit expliqué à ma grand-mère, le truc simple qui est compris par le grand public. Si vous regardez du côté du digital, on va beaucoup parler d'applications mobiles, de sites internet, de plateformes, potentiellement d'IoT. Si on regarde du côté data, eh ben aujourd'hui, le produit, c'est la data. On va parler également du produit Data Lake, des Data Viz, Data Catalog et autres. Côté IT, on fait du produit depuis un certain temps, on va parler de solutions, on va également parler de plateformes, d'applications et autres. Et côté Ops, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, là, notamment chez Axago, qui sont en train d'essayer de mettre une sorte d'Amazon interne, un AWS interne, et ils parlent de produits SaaS, PaaS, IaaS, et ainsi de suite. Donc en fonction d'où on se place dans l'entreprise, le mot produit, aujourd'hui, est devenu une source de confusion. Et quand on met toutes ces personnes-là autour de la table pour travailler autour de value stream, pour réfléchir à une organisation produit potentielle, eh bien, il y a une difficulté pour se comprendre parce que le produit, vu de la fenêtre de chacun, c'est pas le même. Donc du coup, on va essayer de démystifier un petit peu ce qu'on entend derrière ces différentes demandes. La première chose, c'est quand on parle de produit en product management, en fait, c'est digital product management, c'est digital product. Digital product, à la base, c'est application mobile, site internet et autres, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus complexe parce qu'avec la digitalisation, les produits physiques se numérisent, on va rajouter des applications digitales là-dessus, ça crée des offres plus globales, donc on est sur quelque chose d'hybride, à la fois physique et à la fois virtuel, et du coup, il y a des produits de produits, on peut appeler ça des offres, tout ça, donc ça devient complexe. Donc déjà, produit, quand on parle produit, on parle de product management, de digital product, pardon. Quand on parle de mode produit, on parle d'une approche qui est output-centrique.
Output, ça veut dire quoi? C'est tourner vers les résultats. Donc avec l'agilité et le product management, on a plein de bonnes pratiques pour pouvoir aller itérer rapidement, raccourcir les boucles de feedback, apprendre nos utilisateurs. L'idée, au final, c'est d'aller chercher des résultats business et de ne pas être centré sur ce qu'on appelle des outputs, qui sont des livrables. Donc c'est une autre approche pour pouvoir réaliser ce qu'on a à faire. Quand on parle de portfolio produit, là, il y a une petite ambiguïté parce qu'il y a deux choses qui sont derrière. Première chose, c'est le portfolio produit de produits marketing. Et là, les entreprises font ça depuis des années. On n'a pas attendu le product management pour pouvoir gérer ça. Et il y a une autre chose, donc on parle de la stratégie produit. Et il y a une autre chose qui se cache derrière ce mot, et il faut savoir de quoi on parle, c'est l'exécution de ces stratégies produits. Et là, on va trouver deux modes de fonctionnement. Des portfolios projets, ou aujourd'hui, ce qu'on essaye de mettre en place, des portfolios lean. Safe a beaucoup contribué à ça, qui est tourné vers les outcomes. On va lancer des épiques pour essayer d'atteindre une stratégie par rapport à notre portefeuille produit. Donc deux choses qui se cachent derrière le mot portefeuille produit, le portefeuille produit marketing et l'exécution de ces stratégies-là. Et on va beaucoup parler de Lean Portfolio Management aujourd'hui. Jusque-là, tout va bien? OK. Ça, c'est le vocabulaire. Maintenant, il y a différents cas de figure dans ces besoins d'organisation produit, de passage en mode produit. Le premier cas, c'est le cas où le produit marketing égale le produit digital. Donc c'est assez simple. Le mode produit va être situé sur ce produit marketing. Le product manager, le backlog est situé sur ce produit marketing. Je vais dire que c'est un cas simple, même si ça ne l'est pas. On est les deux notions de produits qui sont fusionnées. Deuxième cas de figure, on va trouver ça beaucoup dans les Digital Factory, c'est qu'on a un produit marketing et tout au long de la chaîne de valeur, on va trouver des points de contact, des touch points. Typiquement ici, je vais commencer à parler d'un produit qui me touche personnellement pour différentes raisons. Veiller sur mes parents de la Poste. Veiller sur mes parents de la Poste, c'est une offre de service qui est sortie il y a à peu près 4 ou 5 ans. Et l'idée, c'est la Poste aujourd'hui propose d'avoir un facteur qui passe à domicile d'une personne proche isolée pour regarder, pour voir si tout va bien. Et la Poste propose également dans cette offre Veiller sur mes parents, qu'on va appeler VSMP, propose également de la télésurveillance. Vous avez peut-être vu des personnes âgées avec un petit badge ici capable d'appuyer dessus pour pouvoir déclencher une alarme. Donc la Poste propose cette offre de service-là. C'est le produit marketing vert que vous voyez ici tout au bout de la chaîne de valeur. Tout au long de cette chaîne de valeur, vous avez différents produits digitaux. Par exemple, si vous allez en bureau de poste, aujourd'hui, vous allez avoir un postier qui vient vous voir dans la file d'attente avec un smartphone qu'on appelle le Smarteo, mais qui peut vous aider à souscrire à cette offre-là. Mais vous avez également la possibilité de souscrire à l'offre sur laposte.fr, le site internet et l'application mobile. Tout au bout de la chaîne ici, il y a un autre digital product, c'est le téléphone, le smartphone du facteur. Si vous regardez aujourd'hui votre facteur quand il passe, vous faire signer à recommander, il le fait via un smartphone. Eh bien, veillez sur mes parents. Maintenant, il peut faire un compte rendu sur son téléphone pour indiquer aux proches que la personne âgée va bien. Et puis, le proche a également une application mobile pour pouvoir lire le compte rendu. Donc, il y a tout un tas de points de contact de produits digitaux tout au long de la chaîne de valeur. Mais le produit marketing, c'est l'offre VSMP. On peut lancer un petit débat. Est-ce que VSMP, c'est le produit digital ou autre? Ça, on va en reparler tout à l'heure. Deuxième cas de figure, beaucoup rencontré en Digital Factory. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le passage à l'échelle du product management, Safe y a également contribué, c'est qu'on va trouver le mode produit sur toutes les solutions, beaucoup de solutions, toute la stack technique qui va soutenir cette chaîne de valeur. Donc on a des produits digitaux dont je vous ai parlé, et puis on va se retrouver avec des produits qui vont être plutôt sur le poste du travail de la personne qui fait le support. On va avoir des produits qui sont sur le poste de travail du guichetier qui peut être en bureau de poste, et puis après on a des produits comme des couches API, des data lakes et ainsi de suite. Tout commence à s'appeler produits, ce sont des produits qui sont tech, et on va trouver en face de ces produits-là des product managers également et des backlogs. Tout devient produit dans le jaune. Tout le mode produit est appliqué dans le jaune, mais il n'est pas appliqué sur le produit marketing. Et on se retrouve, dans certains contextes, à devoir gérer deux mondes en parallèle. D'un produit marketing, d'une offre comme VSMP à sortir, on se retrouve d'un côté, plus côté IT,
avoir des pratiques de product management du mode produit pour pouvoir gérer ce qu'il y a à faire d'un point de vue tech. Et on garde du côté métier tous les business process, le change management, un facteur qui vient veiller sur mes parents, c'est une montée en compétences, ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a du change management de ce type-là. Et ça reste géré côté métier, souvent encore en mode projet. Et il y a une gouvernance pour pouvoir faire le lien entre les deux mondes, pour avoir une offre business cohérente de bout en bout. Le problème de ça, c'est que souvent on a une perte de sens. Côté jaune, pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Et il y a des pratiques également qui ont une perte de sens. Allez commencer à parler de MVP, de WJF, de priorisation sur la valeur sur une stack technique qui est tout au fond de la stack d'information. On peut se poser la question, est-ce que vraiment ça a du sens d'appliquer cette pratique-là à ce niveau-là ? On a des portfolios au niveau jaune, devant les produits tech, qu'on essaye de lignifier dans le mode Lean Portfolio Management, passer sur le mode Outcome avec des épiques. Ça reste des projets déguisés. On a une gouvernance complexe entre les deux mondes, et souvent de l'overhead, pour pouvoir gérer les deux, bien accoster les deux, piloter l'offre de service jusqu'au bout. On a des PM qui ont beaucoup de pouvoir, PM dans le jaune, qui ont beaucoup de pouvoir, et on se retrouve dans certains cas à avoir l'expérience utilisateur qui va être plus importante que le business. C'est quand même le business qui fait tourner l'entreprise. L'expérience utilisateur n'est qu'une stratégie d'entreprise et ce n'est pas une finalité de l'entreprise. On a une expérience client au global sur une offre VSMP qui peut devenir bancale. On a une gestion de budget du coup qui est compliquée. Combien ça me coûte de faire ce VSMP de bout en bout ? On a un calcul de ROI du coup qui est complexe. Entre ce que j'ai dépensé, ce que ça m'a rapporté, est-ce que vraiment c'était rentable ou pas, comment on améliore ? Et au final, on a du mal à faire le lien avec la stratégie de l'entreprise, alors que l'idée du portfolio management, c'est bien de faire le lien entre la stratégie et l'exécution. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce mode de fonctionnement, l'application du mode produit dans le jaune, est la bonne approche ? Encore une fois, on l'a vécu avec l'agilité il y a quelques années, c'est en train de se repasser avec le mode produit. Et il y a Marty Kagan qui a sorti une citation la semaine dernière, donc je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'il nous dit, Marty Kagan ? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le mode produit s'applique aux produits digitaux, mais le vrai pouvoir des modes produits est de s'appliquer de manière holistique sur tous les produits. La proposition, du coup, que je vous fais aujourd'hui, c'est d'essayer d'appliquer le mode produit sur le produit marketing complexe. Et là, on parle d'une offre de service du type VSMP, veiller sur mes parents. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on appliquait tout ce qu'on sait faire, toutes les bonnes pratiques, ce mindset, cette approche produit à ce niveau-là ? Pour moi, il y a 5 enablers pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Je ne vais pas vous vendre de la magie, c'est très compliqué, c'est très complexe à ce niveau-là, mais il y a 5 ingrédients pour pouvoir y arriver. Premier ingrédient, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va zoomer juste après, ensemble, sur le premier ingrédient, c'est de faire de la business architecture. Donc si vous avez commencé à parler de flux de valeur, si vous avez commencé à déployer du safe, on va rentrer là-dedans, sauf qu'on va le compléter, parce que mon point de vue, c'est que c'est incomplet. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés à cause de ça. On va zoomer sur business architecture. Deuxième enabler pour aller mettre ce mode produit sur le produit marketing complexe, aller créer des ensembles d'équipes, qu'on appelle ça des trains ou des tribes, qui va embarquer à la fois le flux de valeur opérationnel et le flux de valeur de développement. C'est-à-dire qu'on va être capable de définir l'offre, on va être capable de la commercialiser, de la créer, de la supporter, tout le monde dans le même ensemble cohérent, le mode cadre de fonctionnement. Si on fait ça, il va falloir gérer le budget différemment. On arrive sur le troisième ingrédient, faire des portfolios combinés. C'est-à-dire qu'un seul budget pour gérer tous ces aspects-là. Donc là, je suis en train de vous dire, on finance le marketing au même titre que la tech, dans le même budget. Quatrième ingrédient, il y a des enjeux de transversalité qui vont avoir lieu dans l'entreprise, découplage fort du SI et potentiellement plateformisation pour que ce soit possible. Donc j'ai remis les team topologies. Et au final, le cinquième ingrédient pour que tout ça, ça marche, parce qu'on a une cohérence stratégique au niveau de l'entreprise à gérer, si on fonctionne comme ça, c'est avoir un portfolio de portfolio que vous retrouvez ici. J'ai mis des schémas safe.
Voilà, je ne pouvais pas faire une conf sans parler de Safe. Les deux schémas que vous voyez au centre sont des nouveaux apports de la V6 du mois de mars. C'est passé à la trappe. On a vu deux petits bullet points sur cette mise à jour-là. Il y a deux nouveaux paragraphes dans Business et Technologie en bas du poster. Pour moi, c'est le principal apport de valeur de cette nouvelle version. Ce n'est pas encore assez documenté et la Business Architecture va pouvoir y contribuer. On ne traite pas les 4 points là, donc c'est peut-être déceptif, on ne va pas traiter ces 4 points-là dans la conf, on va juste traiter sur la business architecture, qui pour moi est la première étape pour aller chercher ça. Je regarde juste le chrono. On est bien. Pourquoi la business architecture est-elle nécessaire pour appliquer le mode produit sur des produits complexes, type VSMP, version mes parents? Nous avons été abreuvés, personnellement, j'ai été abreuvé depuis 10-15 ans sur le « en tant que je veux afin de ». L'écriture d'une user story, prendre le point de vue utilisateur, c'est fabuleux, il faut vraiment regarder ce que le besoin, et ainsi de suite. Quand vous traitez un produit à cette échelle-là, aussi complexe que ça, ce n'est pas suffisant le point de vue utilisateur. Il est important d'identifier ce que l'entreprise doit être capable de faire pour délivrer cette offre de service. Le point de vue utilisateur, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de le faire, je dis juste qu'il faut le compléter. Qu'est-ce que l'entreprise doit être capable de faire? Et donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle les business capabilities, qui est au cœur de l'architecture business. Et je vais illustrer ça avec un exemple de flux de valeur, donc qui est assez générique. Et je vais l'illustrer avec veiller sur les parents. Donc là, en vert, vous avez ici un flux de valeur type d'un produit, d'une offre de service omnicanal. On va commencer par faire de la définition de l'offre, on va travailler l'acquisition, on va éduquer et créer de l'interaction avec notre cible, on va vendre notre offre, on va distribuer, exécuter le service, on va gérer la satisfaction client et on va faire de l'upsell et de la fidélisation. Les dernières flèches, on peut se poser la question si ça arrive à la fin du process, c'est pas grave. Si on reprend veiller sur mes parents de la Poste, qu'est-ce que ça veut dire ? Il va falloir être capable, au niveau de l'entreprise déjà, je vous ai parlé du petit collier pour les personnes âgées pour déclencher l'alarme, il va falloir être capable de contractualiser avec un partenaire de télésurveillance. Si on n'est pas capable de contractualiser, de gérer un réseau de partenaires de télésurveillance, l'offre ne tient pas. Donc on a déjà une première capacité tout au début de la définition de l'offre, on doit être capable de gérer des partenaires de télésurveillance et tout ce qui va avec. Quand on est dans la vente, distribution, exécution, quand on arrive en bureau de poste, le postier qui vient vous voir avec son téléphone Smarteo, il doit être capable de vous expliquer cette offre VSMP. Comment ça marche, quelles sont les conditions. On touche à des personnes âgées, ça peut être un peu anxiogène, va falloir être capable de le vendre en bureau de poste. Va falloir également, dans la partie distribution-exécution, acheminer le matériel de télésurveillance. Va falloir être capable de l'installer chez la personne âgée, ce matériel de télésurveillance. Et puis, il va falloir être capable de faire une visite, le facteur qui sonne et qui va visiter la personne pour voir si tout va bien. Et puis, il y a d'autres choses comme la partie réglementaire. C'est quand même assez touchy. On a un facteur qui potentiellement va rentrer chez quelqu'un. Il y a tout un aspect réglementaire qui est derrière. Il faut être couvert. Il y a des risques associés. Et il va falloir être capable de gérer ces risques-là. On ne l'a pas expliqué du point de vue de l'utilisateur sur moi en tant que postier dans le bureau de poste, voilà ce que je peux faire sur mon Smarteo. On est en train de dire ce que l'entreprise doit être capable de faire. À partir du moment où on a expliqué ce que l'entreprise devait être capable de faire, on va rentrer dans la partie process, la partie rose. Quels sont les business process qu'il va falloir créer ou mettre à jour? Si je veux être capable de gérer un partenaire, il va falloir avoir un processus de contractualisation avec ce partenaire-là. Si je veux pouvoir être capable d'acheminer le matériel, il y a un processus d'acheminement. Il y a un processus d'installation, il y a un processus de visite. La visite, c'est je frappe à la porte, tout va bien, je fais un compte-rendu. Il y a un processus qui est derrière. Il va falloir le créer, il va falloir le dérouler. Et puis, si le matériel de télésurveillance tombe en panne, eh bien, il y a un processus de remplacement du matériel. Il y a plusieurs processus business qu'il va falloir créer ou mettre à jour pour que l'entreprise soit capable de pouvoir dérouler ce service. On continue. On rentre maintenant dans la partie people, dans la partie information d'abord, pour pouvoir en bureau de poste détecter que la personne qui vient dans le bureau de poste a une personne âgée et que l'offre veiller sur mes parents peut être intéressante pour elle. Eh bien, on va faire de la connaissance client. J'ai besoin d'informations, et si j'ai la connaissance client, eh bien, je vais pouvoir faire du push, je vais pouvoir faire du cross-sell, upsell et ainsi de suite. Quand on est à la fin d'une visite, on a le facteur qui va faire un compte-rendu de la visite pour que le proche puisse le voir. Il y a cet historique de visite en tant qu'information. Il y a plusieurs types d'informations qu'on va consommer ou qu'on va créer tout au long de cette offre.
Ensuite, il y a du change, la partie process. Savoir vendre en bureau de poste, il va falloir former les postiers. Savoir faire une visite d'une personne âgée, il va falloir former les facteurs. Il y a du change qui va avec. Et puis, pour pouvoir que ça marche, on a besoin d'outils technologiques, on a besoin d'outils digitaux. Et donc, il y a tout un tas de produits tech qu'il va falloir créer ou mettre à jour pour pouvoir dérouler cette offre de service. Avec cette histoire VSMP, en prenant les couches, la value stream, les capacités que l'entreprise doit pouvoir réaliser et en conséquence les business process, l'information, les people et les solutions qu'il va falloir créer ou mettre à jour, on vient de faire du capability management, du business capability management. C'est de l'architecture d'entreprise. Donc si on résume, une business capability, c'est ça, c'est une somme d'ingrédients. Ce que je viens de vous dire, value stream, people, process, information, ressources. Et qu'est-ce qu'on en fait? La proposition de valeur, c'est d'intégrer tout ça dans les backlogs. On se positionne au niveau du produit marketing. On n'est plus dans le jaune, on est dans le vert. Pour créer cette offre de service, il va falloir faire tout ça. Donc, on a si on fait ça, c'est qu'on a une stratégie quelque part. On a identifié ce produit marketing, veillez sur mes parents. Ce produit marketing, du coup, on en lance une initiative qu'on va essayer d'orienter, piloter sous l'angle de l'outcome, de la valeur que l'on crée. On étudie les business capabilities qu'il va falloir être en capacité de faire au niveau de l'entreprise. On regarde d'un point de vue business process ce qu'il faut faire d'un point de vue information. Et dans l'information, on va trouver du customer and prospect, on va trouver des product and services, les business policies and rules, les sales reports, la performance métrique. On va regarder d'un point de vue change ce qu'il faut faire, dont la formation, par exemple, des facteurs. On va regarder les ressources qui sont nécessaires, des ressources physiques, comme le matériel qu'on va trouver autour du cou, des trucs intangibles, comme le partenaire de télésurveillance qu'il va falloir avoir, et toute la partie technologique, en jaune, que finalement on retrouve ici. Et le constat de départ, c'est que le product management, le mode produit, aujourd'hui, il est appliqué là. Alors je vois les yeux des personnes qui ont l'habitude de faire du safe, ils disent ouais, Renaud, tu es en train de nous vendre du safe. Parce que ça, typiquement, on est dans toute l'arborescence de backlog. Il y a juste une nuance, c'est que quand on parle de capability en safe, on est en train de parler des capabilities de la solution. Là, ce n'est pas la même chose que je suis en train de vous raconter. On est en train de raconter les capacités business de l'entreprise. On n'est pas du tout au même niveau. Et ce qui permet du coup d'avoir un product management qui est holistique, et d'appliquer le mode produit également à des produits marketing, puisqu'on va intégrer dans les backlogs toutes ces dimensions-là pour avoir une offre de service, piloter cette offre de service. Donc il y a une nuance importante ici, même si on a le même vocabulaire que Safe. Et ce sujet de capability en Safe est un vrai problème. On a le sujet à la Poste notamment. Quand on commence à faire le business architecture versus les capabilities de Safe, il y a un problème de vocabulaire. On n'est pas en train de parler la même chose. Le deuxième bénéfice de cette approche en business capabilities, tout est rattaché, j'ai envie de dire. Eh bien, en fait, ça simplifie la gestion budgétaire. Et là, si vous allez devant le CFO et que vous travaillez vos backlogs de cette manière-là, il va vous payer un café. Parce que tout d'un coup, on est capable de simplifier l'allocation budgétaire. Tout est ramifié. On est capable de mieux calculer le consommé. On est capable de mieux aller calculer le ROI de ce qui a été créé, parce que tout est ramifié dans une gestion de backlog unique, et donc une gouvernance unique. Ça, le schéma que vous voyez là, c'est du TBM. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, vous avez une vue commune partagée entre business, IT et finance. Ces business capabilities, comment ça se gère? Ces business capabilities, comment ça se gère? C'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Hein, c'est pas en allant faire un atelier de value stream que tout d'un coup on va identifier les capacités business de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on référence. Il y a un référentiel associé. On appelle ça des business capability map. Ici, je vous présente une business capability map qui est proposée en ligne par le logiciel Linux, qui a le vent en poupe, qui est un outil d'architecture d'entreprise. Et vous avez un zoom sur quelques business capabilities. Souvent, les business capabilities, on les représente sous 3 niveaux. Vous avez un niveau de très high level comme le procurement et le logistique, un sous-niveau comme le purchasing et un 3e niveau comme le manage purchase order. Dans l'exemple que je vous ai montré, on était au niveau 2. Bien entendu, l'idée, c'est de rentrer au niveau 3, de bien identifier ça. Pourquoi c'est important? Là, c'est ce que je vis actuellement, ce que j'ai vécu dans l'émission. C'est que si vous n'avez pas cette cartographie-là et que vous lancez les ateliers, on est en train de
de recréer des business capabilities qui n'en sont peut-être pas. Donc c'est assez important d'avoir cette architecture d'entreprise, cette architecture business qui est déjà posée pour faire les ateliers en input et bien identifier où il y a des choses à faire évoluer ou à créer et pas être que dans une logique de créativité parce que ces référentiels-là n'existent pas. On va en parler dans la conclusion. Ces business capability maps, ce qu'il faut voir, c'est que c'est également un outil de transformation. Ce qu'on fait sur les business capability, c'est quelque chose qui est des capacités de l'entreprise. Quelque part, ça représente la performance de l'entreprise. Et via des systèmes de mesure, on est capable de faire des cartes thermiques. Est-ce que je suis performant dans mon product management aujourd'hui? Est-ce que je suis performant dans ma capacité de market planning? Donc c'est quelque chose qui se monitore. Et c'est un outil de transformation puisque ça permet de dire, voilà, 6 mois, 1 an, je voudrais être plus performant sur ces capacités-là, que mon entreprise soit du coup plus performante. Ça permet de se fixer des objectifs et identifier des chantiers, des initiatives pour passer de la situation aujourd'hui à la situation de demain. Et ce modèle-là, pareil, c'est pas nouveau. Ceux qui ont travaillé autour d'Accelerate, un bouquin là, qui est sorti il y a 2-3 ans, à Coma, je vous regarde, sur comment est-ce qu'on va déployer une culture DevOps basée sur la mesure. Mais en fait, c'est exactement le même modèle de conduite du changement. On est sur du capability management, mais appliqué au delivery, à la logique DevOps. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la business architecture? La business architecture, en résumé, c'est le what de l'entreprise. C'est pas le why, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, c'est pas le how, c'est pas comment est-ce qu'on fait les choses, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise pour faire tourner son business. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un domaine d'architecture d'entreprise, donc généralement c'est côté architecte, c'est ça qui va être un peu touchy dans la suite de la discussion. Ça se positionne au même titre que l'architecture applicative, l'architecture technique, l'architecture de la sécurité, l'architecture de l'information. C'est un domaine d'architecture d'entreprise, sauf que ça raconte le business, comment ça tourne. Ça consiste, grosso modo, je fais un raccourci, à faire du business capability management, ce que je vous ai montré par l'étude d'un produit marketing complexe. Et c'est pas nouveau, je suis pas en train de vous vendre un truc révolutionnaire, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. C'est normalisé dans quelque chose qui s'appelle TOGAF. Ceux qui ont fait les formations SAFE, c'était déjà un petit peu épais. TOGAF, c'est encore pire, donc il y a un gros truc. Et c'était remis au goût du jour par SAFE, par son approche par les flux de valeur, sauf que SAFE, il manque un bout en fait, dans l'histoire qu'il raconte. La business architecture, l'expérimentation que j'en ai faite, il y a eu beaucoup, c'est difficile, c'est quelque chose qui est pas évident, surtout sur des produits type Veiller sur mes parents. La première difficulté, c'est de faire comprendre l'intérêt de faire de la business architecture sur des produits marketing complexes. L'intérêt, il n'est pas perçu tout de suite. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors d'assez haut niveau pour que les gens se prêtent au jeu. Mais les premiers feedbacks, je regarde Arnaud, c'est mais je ne sais pas à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire. Donc c'est un peu, voilà, c'est difficile. À partir du moment où il y a eu plusieurs ateliers, on se rend compte que les personnes n'ont pas la même représentation de comment tourne le business. On se rend compte qu'elles n'ont pas le même vocabulaire. On se rend compte qu'elles n'ont pas la même perception de tout ce qu'il y a en dessous de tout le schéma que je vous ai montré. Et ça crée une forme d'alignement qui accélère la discussion, qui accélère la compréhension, qui accélère le cadrage des nouvelles initiatives. Mais au début, c'est un peu compliqué. Il y a un coût d'entrée qui est important. Parce que je ne sais pas pourquoi les entreprises ont arrêté de faire de l'architecture d'entreprise depuis 10-15 ans. Je pense que l'agilité est passée par là, c'est une supposition. Ce que je note par contre, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont en train de réurbaniser. Donc il y a plusieurs communautés d'architectes d'entreprise qui sont en train de redocumenter leur flux de valeur, redocumenter leur business capabilities, justement pour avoir ces référentiels-là pour accompagner des réflexions en organisation produit. Donc là, il y a vraiment des entreprises qui bossent là-dessus, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est de l'archéologie, hein. Il faut aller regarder dans le système d'information, il faut aller comprendre comment ça marche, c'est souvent réparti dans la tête de plusieurs personnes, donc le coût à l'entrée est assez important. Merci Safe.
Safe, par son approche, par les flux de valeur, ses Value Stream Workshop, a remis ça au goût du jour. Par contre, Safe ne raconte pas toute l'histoire, et c'est la difficulté que j'ai rencontrée moi, et c'est pour ça que je me suis pensé dans TOGAF. Le vocabulaire des capabilities ne marche pas. Quand on regarde les Value Stream Workshop, on parle juste du vert et du jaune, on ne regarde pas toutes les couches intermédiaires. Safe n'en parle pas. Du coup, l'interprétation qu'on fait de Safe, c'est que c'est applicable qu'à des solutions technologiques, ce qui n'est pas le cas. Et on peut très bien l'appliquer à un autre niveau, le niveau que je vous ai montré là sur le produit marketing, sauf que cette histoire, elle n'est pas racontée. J'ai discuté avec Odile Moreau il n'y a pas longtemps de la Scale Agile. Elle disait que c'est un sujet qui est sur la table d'aller faire des articles sur la business architecture parce qu'il y a un manque là-dessus. Quand je me suis penché sur la recherche d'exemples pour essayer d'aller un peu plus loin dans les ateliers, il n'y a pas d'exemple sur le net. Soit je m'y prends mal, il n'y a pas d'exemple. Donc il y a 4 modèles de value stream sur le site de Safe. On regarde TOGAF, il n'y a rien. Donc à part Linux, là, ce que je vous ai montré, il n'y a pas d'exemple. Donc très difficile de se projeter et de trouver des repères pour aller créer ce type de carte-là. Donc on a expérimenté et on arrive aujourd'hui avec plusieurs value streams, mais voilà, ça manque vraiment beaucoup d'exemples pour pouvoir aller chercher ça. Il y a un sujet chez la communauté des product managers, c'est qu'aujourd'hui, la mode, le souhait, c'est de faire du discovery. Donc très tourné vers les utilisateurs, et quand on arrive, on leur dit bah voilà, on va essayer de regarder ce que l'entreprise est capable de faire de la business architecture, ça pique un peu, donc ça ne peut se faire qu'avec les architectes d'entreprise, et c'est là où on commence à avoir quelque chose d'intéressant, les deux communautés qui travaillent ensemble. Et ce que je vous ai montré là sur la business architecture, réfléchir à ce niveau-là et potentiellement s'organiser comme ça, il y a des barrières organisationnelles, ce qui touche aux 5 enablers que je vous ai montré juste avant. Va falloir, une fois qu'on a documenté ça, va falloir penser à l'organisation et la gestion budgétaire. Et ça ne se fait pas de manière facile, entre guillemets. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager dans cette conférence, l'intérêt de la business architecture quand on est en train de travailler sur des produits marketing complexes et pour appliquer le mode produit sur ces produits marketing-là. Donc le takeaway, ce que je vous propose de faire, c'est de repartir avec ça de cette conférence. Le product management passe à l'échelle, c'est un constat. Le mode produit se généralise sur les produits tech, tout devient produit, et le mot produit, eh bien, il devient confusant. Et c'est difficile de se comprendre quand on est en train de regarder ce type de fonctionnement à l'échelle. Appliqué sur le produit marketing complexe, type veiller sur mes parents, le mode produit va faciliter beaucoup de choses, dont l'exécution de la stratégie. Tout est lié et on va vraiment parler business. Donc ça peut être assez intéressant. Il y a 5 enablers qui sont nécessaires, dont la business architecture pour que ça puisse tourner. La business architecture, au cœur de ça, c'est le business capability management. Ça permet de sortir l'IT et au final de faire passer le mode produit dans une logique holistique pour vraiment faire le lien avec la stratégie et l'exécution. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? J'oublie un truc, j'ai fait un template d'Epic qui permet de compléter une Epic avec les dimensions business architecture. Je l'ai adapté le Lean Business Case de Safe. J'ai pas réinventé la roue, c'est juste que j'ai complété le business case avec ces questions-là. Donc je l'ai mis en téléchargement ici, si ça vous intéresse. Donc voilà. Manuel. Merci Renaud. Déjà, bravo, parce que je crois que je vais avoir beaucoup d'architectes d'entreprise chez moi qui vont être contents de savoir qu'on parle enfin d'architecture agile en scène. On est d'accord. Voilà. Et c'était peut-être plus, au-delà d'une question, plutôt une ouverture, parce que tu as parlé de TOGAF. Dans l'Open Group, il y a aussi l'Open Agile Architecture, qui est un framework qui est donc plutôt dédié justement à tout ce qui est architecture agile. Donc il faut savoir qu'il y a déjà des choses qui sont documentées là aussi, ça existe depuis pas mal de temps. Effectivement, la complexité, c'est plutôt dans la mise en application. Qui le fait ? Nous, on a exploré ça un peu cette année, justement, de comprendre un petit peu où on en était dans cette histoire. Et je confirme, j'ai beau être SPC, oui, effectivement, c'est léger chez Safe. Et on a prévu de leur en parler parce qu'il y a quand même des choses à raconter sur ce sujet-là. L'architecture, ça répond à des problèmes. Donc c'est pas un sujet qu'il faut laisser tomber. Et faire comprendre au métier qu'il faut faire de l'architecture d'entreprise, culturellement, ça peut être compliqué. Donc je suis complètement en phase avec ton constat. Merci Emmanuel.
Bonjour Renaud. Bonjour. Merci pour ce partage intéressant. Quand on est product owner dans le digital et dans l'IT, on n'a pas forcément cette vision de la possibilité d'architecture sur le business. Là, tout à l'heure dans la présentation, j'ai vu un backlog à côté. Et je voulais savoir justement ce que représente ce backlog pour la vision business. Ici ? Là, ouais. Ici, là ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai mis ce backlog-là pour dire on va... c'est un peu ce schéma-là. Ça représente ces backlogs-là. C'est-à-dire qu'on a des backlogs pour faire évoluer les produits tech et les produits digitaux, dans lesquels on va trouver de la feature, de la story. Oui. Mais on est en train de parler... de la vraie backlog technique finale. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, qui est devenu courant, j'ai envie de dire. Mais pour moi, il est appliqué à ce niveau-là. On n'est pas en train de gérer ça, parce que la dimension... plus métier, elle est gérée côté métier. Et comment faire justement le lien entre ce qui va être architecturé et modélisé ici dans les process business avec le produit final en termes de, en termes de présentation physique, en termes de formalisme? Pour moi, c'est ça qui fait le lien. À la Poste, j'ai fait des one slide ou one pager qui racontent de l'initiative tout ça. Donc pour moi, c'est un super outil de cadrage. Le lien, il se fait là. Et en une page, on est capable de comprendre l'impact de l'initiative et tout ce qu'il va falloir piloter derrière. Et après, on travaille les backlogs. Donc il y a d'autres dimensions de backlog à travailler, dont le change, les business process et tout ça. Mais pour moi, c'est un super outil de cadrage d'impact, d'étude d'impact en fait. Et en un slide, vous avez tous les interlocuteurs de la table, marketing, métiers, commerciaux, IT et autres, qui comprennent toutes les dimensions de ce qu'on est en train de l'initiative qu'on est en train de lancer. Ok. Et dernière question. Quand on est pareil côté produit IT, parfois on met des enablers techniques au niveau des features. Oui. Est-ce que ces enablers plutôt business, on peut les faire apparaître quelque part Alors, 4 typologies d'enablers. Infrastructure, architecture, recherche, compliance. Voilà. L'idée ici, c'est de considérer ces nouveaux items de backlog comme des enablers, des nouveaux types d'enablers. Donc à voir dans quelle granularité on se positionne, feature ou story, mais c'est bien l'intention ici. Okay. Les enablers dont on parle technique étant à ce niveau-là. Donc l'idée, ça serait de gérer ça comme des enablers également. Voilà, par exemple dans le macro découpage niveau produit, les enablers techniques ou architecture, on les fait apparaître tout en haut pour dire qu'il nous faut ça pour... Tu peux les faire apparaître à tous les niveaux là, de backlog en fait. Okay. Voilà. Mais l'idée, c'est ça mon intention, là, je n'ai pas utilisé le terme, mais de dire ça, c'est des nouveaux types d'enablers en fait, et ça doit rentrer dans les backlogs. Ça va simplifier toute la gestion de la réalisation du produit. D'accord. Ben, merci en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Encore un petit peu de temps. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre attention.